Donc, bonjour, nous sommes l'équipe du réseau Réal, du centre hospitalier de Niort, et moi je suis Caroline Gauthier, je suis psychologue. Bonjour, je suis Patricia Larignan, je suis médiatrice de Centre Père. Et donc, bonjour à tous, moi c'est Anaïs Landreau, je suis éducatrice spécialisée. Oui, effectivement, notre challenge c'est de vous ouvrir l'appétit à la pause juste après. Merci pour la transition. Et donc, on va tâcher de vous présenter notre recette de février. Voilà comment on s'est battu pour diffuser en fait la démarche de réhabilitation psychosociale dans notre département. Alors, voici le menu du jour qui vous attend. Qui dit menu du jour dit évidemment mise en bouche. C'est ce qui va être essentiel puisque diffuser les outils de la réhabilitation psychosociale, c'est avant tout diffuser l'approche et les enjeux en réhabilitation psychosociale. Donc on a essayé, nous, de diffuser les outils à travers nos actions de formation et de sensibilisation, à travers nos actions de déstigmatisation et au travers aussi de la pratique même des outils de réhabilitation psychosociale. Évidemment, on s'est rendu compte que la mayonnaise, elle ne prenait pas toujours. Et donc, on a essayé de cibler quels étaient les facteurs qui pouvaient favoriser en fait, cette diffusion, avec notamment l'impact de l'intervention d'une médiatrice de santé père. Alors évidemment, la réhabilitation psychosociale, c'est avant tout une approche qui est centrée sur la personne, sur ses capacités, compétences. C'est une approche qui va être multidimensionnelle et globale, je ne vous apprends rien. L'idée, c'est de prendre en considération, on va dire, la clinique de la personne, mais ce qui fonctionne aussi, et tout ce qui va être social. Donc vraiment, une approche très globale de la personne et de sa situation. L'idée étant de réduire l'impact de la pathologie, de la maladie dans son quotidien pour favoriser son rétablissement. Le challenge étant de contribuer à ce que chacun ait accès aux droits communs, donc notamment l'accès aux soins et l'accès à la citoyenneté. C'est pour ça qu'on fait la réhab. Les enjeux, en tout cas le challenge que chacun essaie de relever, je pense, quand on travaille dans un service de réhabilitation psychosociale, c'est d'adapter notre accompagnement aux besoins individuels de la personne, à son fonctionnement. C'est de prendre des décisions qui vont être conjointes dans la construction et la mise en œuvre des différents projets. C'est évidemment diffuser l'espoir. On sait que quelquefois on n'y croit pas. On va essayer pourtant d'être tout le temps dans le positif et de partir du postulat que tout est possible. Et puis l'idée, c'est aussi d'établir des relations partenariales et vraiment ouvertes vers l'extérieur. Donc finalement, quand on s'est posé un petit peu sur ce thème, sur la diffusion des outils de la réhabilitation psychosociale, les premières missions qui nous sont venues un petit peu en tête, c'est toutes ces actions environnementales qu'on peut proposer à destination soit des professionnels, que ce soit du sanitaire, du médico-social, du social, et puis également à destination des étudiants. Donc on est dans un principe vraiment de pédagogie active, donc dans le volet de formation, on a... ça ne pense plus. J'ai appuyé 3 fois. Donc la diapo va venir juste après. Donc dans le volet formation, au catalogue de la formation continue, on a notamment une formation de 3 jours à destination de professionnels. Donc on a pu donner cette formation sur les dernières années auprès de professionnels divers et variés, que ce soit des ESAT, Cap emploi, chantier d'insertion, mais aussi IME, foyer de vie et des services de mandataires judiciaires. L'idée de ces 3 journées, ça va être vraiment d'échanger déjà dans un premier temps sur les idées reçues qu'ils peuvent avoir autour du handicap psychique et des troubles cognitifs. On va apporter, on est vraiment dans une transmission de savoir, savoir-faire, savoir-être, des connaissances sur la psychopathologie, sur les troubles cognitifs et leurs répercussions au quotidien. Et on va travailler avec eux pour vraiment ce côté actif et pratiqué. On va vraiment être sur des choses dynamiques avec pratiquer des outils ensemble, se mettre en situation et de voir finalement ces outils de communication. On peut très bien le faire avec un collègue avant de le pratiquer sur notre
terrain d'exercice. On a aussi des sensibilisations, formations, on va dire, auprès d'étudiants, là plutôt d'une demi-journée ou d'une journée sur des thèmes plutôt de présentation concrète d'outils. On a fait notamment la présentation de remédiation cognitive, d'éducation thérapeutique et du patient. Et ça nous arrive aussi de faire des sensibilisations sur qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale et troubles cognitifs. Donc à destination d'étudiants des IFSI, comme l'équipe d'avant pouvait le dire, et également à destination d'étudiants des IRTS, donc notamment l'IRTS de Poitiers et de La Rochelle, si je me trompe. On a participé aussi, comme la journée d'aujourd'hui, le fait de participer à des colloques, finalement, ça nous permet de diffuser aussi les outils que nous, on peut pratiquer et avoir un peu ce retour d'expérience aussi des autres partenaires. On a eu l'occasion l'année dernière d'organiser un colloque dont le thème était colloque de réhabilitation psychosociale, santé mentale, tous acteurs. Et finalement, sur cette journée, ça a permis d'accueillir l'ensemble de nos partenaires locaux, que ce soit des ESAT, des SAVS, des SAMSA, aussi le sanitaire qui était présent et plus largement avec l'organisation notamment d'une table ronde avec tous ces partenaires. Et on s'est rendu compte que sur cette journée, finalement, même si on n'était pas forcément certifié centre de réhab, et on pouvait très bien discuter d'outils tous ensemble et partager nos différentes expériences. On a également organisé des portes ouvertes, donc portes ouvertes qui permettent justement de permettre d'orienter vers notre service tout simplement et d'échanger aussi sur finalement quels sont les outils qu'on pratique, parce qu'effectivement, remédiation cognitive, ça ne parle pas de tout le monde, à venir voir de quoi il s'agit et échanger avec les professionnels qui le pratiquent. Ça permet de se rendre compte et peut-être de faciliter les liens entre partenaires et les orientations vers un service de réhabilitation psychosociale. Ça a été l'occasion d'organiser aussi entre partenaires une table ronde afin, encore une fois, d'échanger ensemble autour du sujet. Et puis enfin, on a des appuis d'équipe. Là, c'est plutôt des structures type foyer de vie, CSAS, SAVS, même ESAT, où on va échanger autour d'une situation concrète qui aujourd'hui pose problème. On est sollicité, et puis pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va essayer de réfléchir ensemble à trouver des solutions. Ça va être l'occasion d'y mettre justement un petit peu les principes de la réhabilitation, remettre un peu d'espoir face à des équipes qui peuvent être un peu fatiguées dans certaines situations, ramener aussi du pouvoir d'agir, de l'autodétermination, et puis de questionner les idées reçues qu'ils peuvent avoir sur certains sujets, et donner des connaissances sur la symptomatologie également. Et enfin, on a des échanges de la pratique avec certains services, notamment SAVS et SAMSA, et là l'idée ça va être de pratiquer ensemble des outils. Un petit exemple est justement certains outils de communication, la résolution de problèmes. On rencontre cette situation, comment on pourrait l'adapter nous aussi dans notre quotidien en tant que professionnel. On est vraiment dans une intention, dans toutes ces missions et ces outils, de pratiquer au maximum ensemble ces outils de compensation ou de communication et de continuer à les partager et s'appuyer sur des expériences qu'on a pu vivre chacun de notre côté. Je vais vous présenter rapidement nos actions de déstigmatisation, du moins les principales. Alors, la stigmatisation est liée à une méconnaissance. L'idée est de donner des informations pour lutter contre ces idées reçues et de permettre la rencontre entre des personnes concernées et le grand public. Par exemple, avec une voiture Simone, une camionnette sillonne les Deux-Sèvres pour sensibiliser le grand public à la santé mentale. Cette action est réalisée par un ensemble d'acteurs composé de bénévoles associatifs, de personnes concernées, de professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. Cela a été réalisé ensemble de façon horizontale. Chacun y a contribué. La bibliothèque vivante, la deuxième bibliothèque vivante que nous avons faite a eu lieu vendredi dernier. Les livres sont des personnes en chair et en os. Chaque livre est une personne concernée par les troubles psychiques ou un proche. La personne libre choisit de parler d'un chapitre de sa vie à un ou plusieurs lecteurs. Les savoirs expérientiels en tant que proche ou personne concernée s'appuient sur la notion d'espoir, le pouvoir d'agir et le rétablissement. Les premiers secours en santé mentale. Il s'agit alors de diffuser les premiers gestes de soutien et d'urgence auprès d'une personne susceptible de développer un trouble psychique
lors d'une situation de crise, en se rappelant qu'une personne sur 5 peut être touchée. Donc dans les groupes, il peut y avoir des personnes touchées de près ou de loin par les troubles psychiques. Et puis finalement, on s'est rendu compte que dans les actions qu'on menait directement auprès des bénéficiaires, eh bien, on pouvait diffuser aussi la réhabilitation avec les partenaires qui gravitaient autour de ces personnes. Donc on s'est penché un petit peu sur les différentes actions qu'on proposait aux bénéficiaires pour voir comment ça pouvait être diffusé, et puis on s'est rendu compte que par ce biais, notamment de la remédiation cognitive, on arrive à présenter l'outil déjà à des partenaires qui pourraient être là au quotidien pour la personne. Donc dans le cadre de la CRT, si on prend cet exemple, au-delà des séances de coaching, on peut faire du lien avec un partenaire qui serait présent au quotidien à aider la personne, et l'idée c'est de justement partager ce langage commun, avoir une meilleure compréhension de l'outil et de pouvoir adapter l'outil dans un quotidien. Ça va être aussi important de prendre en compte les réalités de chacun. Donc le professionnel du SAVS par exemple va avoir une meilleure connaissance de l'outil et pourra essayer de se servir des stratégies qui ont été apprises par le bénéficiaire en séance. Et puis nous, en tant que professionnels de centre de réhabilitation, l'idée ça va être de comment est-ce que mes stratégies elles peuvent être adaptées directement dans le quotidien de la personne. Donc on avait l'exemple sur la CRT d'une bénéficiaire qui travaillait aussi en ESAT de transition, qui avait des difficultés de planification, et là l'idée c'est qu'en rencontrant les professionnels à trois justement avec le bénéficiaire, de construire directement. Ok, il y a ce terrain où on va travailler prochainement des nouveaux locaux où il faut faire le ménage, il y a des difficultés de planification, et bien comment on peut s'adapter? Eh bien on prend le plan directement du futur terrain, et puis on s'adapte. La stratégie qui marche en CRT, c'est de mettre des couleurs, salle par salle, et puis différencier les tâches en fonction de ces choses-là. Et donc ça a permis aussi aux professionnels, sur le futur terrain, de laisser la personne généraliser cette stratégie, et de même pouvoir justement la généraliser auprès d'autres bénéficiaires qui travaillent sur les aides de transition. Pour l'exemple de la cognition sociale, donc nous on pratique aussi l'outil SKIT, donc l'outil SKIT qui est une remédiation de la cognition sociale avec une séance par semaine en groupe au sein du centre de réa, et l'idée c'est qu'il y a une séance de coaching à faire. Et donc on demande aux bénéficiaires qui est-ce qu'ils souhaitent avoir comme coach au quotidien, et donc il y a des bénéficiaires qui choisissent justement des professionnels, notamment de SAVS, SAMSA. Et là l'idée c'est que ça a été justement, ce qui a été intéressant, c'est que la professionnelle qui s'est retrouvée dans le rôle du coach, eh bien, elle a pu justement aussi transposer les exercices qui étaient faits lors de ce coaching à eux, des difficultés de communication qu'ils rencontraient justement dans l'accompagnement de cette personne, de pouvoir comprendre que peut-être que cette personne justement c'est qu'elle manque de flexibilité et qu'elle a besoin qu'on l'aide à travailler sur ses hypothèses. Et ce qui a été intéressant, c'est que finalement, de ce rôle de coaching, ça a créé du lien partenarial renforcé entre les équipes, et ça facilite les échanges quand il y a besoin autour de cette situation. Alors la psychoéducation et l'éducation thérapeutique, c'est aussi vraiment un moyen très important pour diffuser en fait les enjeux, l'approche de la réhabilitation psychosociale. Sur le département des Deux-Sèvres, on a un programme d'éducation thérapeutique santé mentale qui est départemental, donc qui fait appel à l'ensemble des professionnels du centre hospitalier Nord-de-Sèvres et du centre hospitalier de Niort. Et donc, par ce biais-là, il y a des professionnels du nord du département qui a découvert en fait ce que c'était que le rétablissement, ce que c'était que l'autodétermination. Et donc, par ce biais-là, on diffuse vraiment l'état d'esprit de la réhabilitation psychosociale. Ils découvrent aussi l'importance de la place de l'usager et le fait qu'ils ont aussi une expertise. Voilà, donc c'est un peu la révolution de notre programme d'éducation thérapeutique. Et ça fait fort du bien. Petit focus aussi sur le programme BREF. BREF, nous dans le département, c'est pareil, c'est départemental. Il y a plusieurs structures qui utilisent ce programme, donc nous, notre service bien sûr, mais aussi des services médico-sociaux. Et donc on a proposé une formation commune, donc on a été formés tous ensemble à cet outil-là, donc ça a permis vraiment d'harmoniser les pratiques, d'avoir un langage commun, d'avoir une approche globale. Et ça, c'est extrêmement bénéfique puisque maintenant nous proposons des brefs en binôme. Donc il y a un professionnel de santé et un professionnel du médico-social.
Et donc, c'est assez, je dirais, formidable. Je m'emballe un peu, mais dans quand même l'échange de pratiques, en fait, on va parler la même langue. Pour le parcours de la personne et des aidants, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on sait qui est qui, et on arrive finalement à se comprendre. Petit focus aussi sur mon GPS. Mon GPS, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on propose à l'ensemble des personnes qu'on accueille, et surtout, on propose à la personne de le faire, pas qu'avec l'équipe de soins, mais aussi avec l'équipe qui le suit. Par exemple, on en a fait un avec les aides de transition Messidor et avec un SAPSA. Donc la personne a été accompagnée par un SAPSA et par les aides de transition Messidor et par nous. Et donc on s'est mis d'accord sur le GPS. Ça permet à ce que les établissements type ESAT, par exemple, adaptent quelquefois peut-être l'environnement pour faciliter l'accompagnement de la personne, par exemple. Voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Je suis claire ou pas? Ouais. Ok, donc même en faisant ça, quelquefois on s'est dit que quelquefois ça marchait pas et quelquefois ça marchait. Donc on a essayé de se concentrer, qu'est-ce qui fait que ça marche? Ce qui est vraiment déterminant, c'est vraiment le fait de s'imprégner finalement de la réhabilitation psychosociale, de la philosophie. Et ce qui marche, c'est la question de l'expérience commune. Le vécu émotionnel commun qui va être éprouvé autour d'une situation, le partage entre professionnels, pareil, autour d'une personne qu'on va accompagner et avec la personne accompagnée. L'histoire de la prise de risque conjointe aussi, c'est ça en fait qui permet vraiment de diffuser, pour nous en tout cas, dans les Deux-Sèvres, la réhabilitation psychosociale. Je voulais donner une petite image de la VAS. J'aurais pu prendre l'histoire du croque-monsieur que monsieur a proposé tout à l'heure. On avait fait un croque-monsieur ensemble et de là, en fait, vous avez construit quelque chose de l'ordre de la réhabilitation psychosociale. Moi, je vais parler plutôt de la danse parce que c'est ce que je maîtrise un petit peu plus. C'est comme si le projet commun, c'était d'apprendre la valse. En fait, on va prendre le risque ensemble de se marcher sur le quai, de parler dans le bon timing. Par contre, il va falloir qu'on réfléchisse c'est quoi le tempo. Ok, c'est 3 temps, il y en a 5 temps aussi. On peut faire une valse à l'envers, une valse à l'endroit. Donc en fait, on va se mettre d'accord et c'est cette prise de risque commune qui fait qu'en fait, on va expérimenter. Il va y avoir un vécu émotionnel parce que danser, ça va faire des émotions dans le corps, et pour le soignant et pour le patient, et pour les partenaires. Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, pour nous, ça s'imprègne et ça infuse. Et c'est comme ça que pour nous, ça marche, la diffusion, la réhab dans le département. Le médiateur de santé perd par son expérience personnelle, ses agissements et son aptitude et sa formation apparaît comme un exemple de rétablissement positif pour les soignants comme pour les soignés. Jean-François Pelletier, professeur et chercheur en santé mentale à Montréal, dans son livre intitulé « Se rétablir en santé mentale », dit « Le père aidant favorise la reconnaissance par les pères aidés de la valeur de leur propre vécu et savoir expérientiel. » De plus, des exemples donnés par le père aidant peuvent encourager le père aidé à valoriser sa propre expérience. Mes collègues Caroline et Anaïs ont trouvé pour la médiatrice de santé père l'image d'une cerise sur un gâteau. Je ne sais pas si je peux moi-même me qualifier de cerise sur le gâteau. En tout cas, j'essaie d'apporter ma touche personnelle dans mes interventions et d'être authentique. J'essaie d'encourager les personnes à mieux se connaître et à trouver leur propre voie vers leur mieux-être. Je pense que le père aidant, de par son expérience rare, apporte une touche supplémentaire au sein de l'équipe dans laquelle il travaille. Son vécu donne une certaine légitimité à sa parole auprès des personnes et des professionnels. Avec en voiture Simone, les pères aidants sur le stand donnent un certain impact au propos de toute l'équipe de Simone, car cela participe à la déstigmatisation. Dans les colloques, j'ai eu plusieurs retours comme quoi on écoute plus le père aidant, car il a le savoir expérientiel. Ça donne de la légitimité à ses propos. En éducation thérapeutique du patient, on travaille conjointement avec les professionnels du soin. Ma position de médiatrice de santé père apporte une complémentarité à celle des professionnels. Cela crée une sorte de lien, comme une passerelle entre guillemets, entre les soignants et les soignés. J'ai participé à quelques interventions auprès d'étudiants de l'IRTS, Institut régional des travailleurs sociaux de Poitiers.
La participation à ces formations sur la santé mentale apporte une dimension plus concrète, basée sur mon expérience de la maladie psychique, du soin et du rétablissement. Au sein de l'équipe du réseau Réal, nous tentons de faire comprendre aux personnes qu'elles ne se réduisent pas à leur maladie, qu'elles ont le droit de faire des choses. Moi-même, j'essaie de leur dire que si j'ai réussi à aller vers un mieux-être, alors que j'étais presque au fond du gouffre à plusieurs moments de ma vie, elles peuvent y arriver elles aussi. Alors oui, qu'elles continuent à croire en leurs rêves, il y a des possibilités d'avenir même avec la maladie. Pour conclure, j'espère que notre recette de cédrier vous aura plu et que vous y aurez trouvé plutôt une cerise sur le gâteau qu'un cheveu dans la soupe. Merci de votre attention.